Alors, est-ce qu'on peut faire baisser les prix en France? C'est en tout cas la promesse qui nous a été faite il y a quelques mois. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Il y a quelques mois, vous avez justement pris un engagement, celui de pouvoir faire baisser les prix dans les hypermarchés. Le 17 juin dernier, vous avez d'ailleurs réuni les grands patrons des grandes marques ainsi que les grands patrons de la grande distribution. Et ce soir-là, vous avez décroché un accord historique puisque pour la première fois, les grands patrons se sont engagés, les grands patrons de la grande distribution et des grandes marques se sont engagés à faire baisser les prix de 2%. C'est en allant faire vos courses que vous avez eu cette idée-là? Non, d'abord, si vous me permettez 2 minutes d'explication. Premièrement, les Français sont persuadés que depuis l'euro, les prix ont augmenté. Eh bien, moi, je pense qu'ils ont raison. Les prix ont augmenté. Et il ne sert à rien de le contester. Il faut voir la réalité telle qu'elle est. Les prix ont augmenté en France plus que dans les autres pays d'Europe. Et cela, je ne l'accepte pas. On va le voir dans l'émission. Deuxième chose que je voulais dire. D'habitude, on parle de l'inflation. C'est un concept générique. Personne ne comprend rien, y compris les spécialistes. Moi, j'ai voulu qu'on parle des prix dans les grandes surfaces, c'est-à-dire là où les Français vont faire leurs courses. Car qu'est-ce qui a choisi les grandes surfaces? C'est le consommateur, c'est pas nous. Troisièmement, il y avait une polémique entre M. Leclerc et les autres. J'ai choisi de ne pas fermer les yeux, de ne pas me détourner d'un problème, de le regarder bien en face. Et à partir du moment où ça avait augmenté, j'ai essayé de comprendre pourquoi et de voir ce qu'on pouvait faire. Alors justement, on va regarder ce que vous pouvez faire, ce que vous avez fait, si ça marche. On va bien sûr revenir tout à l'heure sur les coulisses des négociations qui ont conduit à cet accord. Mais d'abord, nous allons regarder comment cette baisse de 2% s'applique dans les hypermarchés, voir vraiment si elle fonctionne, si tout le monde a vraiment joué le jeu, que ce soit les distributeurs et les grandes marques. C'est un reportage de Thibaut de Barbérac, Delphine Le Goeff, Philippe Vuarnesson et Fred Le Signol. Moins cher. Dans toutes vos grandes surfaces, c'est ce que l'on vous affirme en ce moment. C'est indiqué sur les rayons, c'est même écrit sur certains articles. Les prix des produits de grandes marques sont en baisse. Au mois de juin dernier, les fabricants des marques les plus connues et la grande distribution se sont mis d'accord pour vous offrir dès la rentrée une baisse de 2%. La promesse était alléchante. Fallait-il y croire? Les prix ont-ils réellement baissé? Je suis désolée pour le ministre, mais actuellement, les consommateurs ne s'aperçoivent pas trop de la baisse des prix. Il y a des produits qui ont baissé jusqu'à 14%, 16% même pour certains qui commencent à être rares, mais il y en a, et d'autres produits qui n'ont quasiment pas bougé. En clair, mieux vaut avoir de bonnes lunettes pour se rendre compte de la baisse des prix. Certaines étiquettes auraient en effet fondu, d'autres pas. Il faut dire que ce fameux engagement pour une baisse durable des prix est sans précédent. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'industriels et distributeurs s'entendent pour une baisse des prix. Alors, comment ont-ils fait pour la mettre en œuvre? Il y a d'abord ceux, et ils sont rarissimes, qui ont baissé tous leurs produits de 2%. C'est le cas de cette entreprise installée dans le sud de Paris et qui produit une dizaine de marques d'eau. Ceinture, Courmayeur, Vernière ou encore Tonon. Le patron s'appelle Thierry Boidet. Dans sa main, la liste de ses nouveaux tarifs. Il vient tout juste de baisser tous ses prix de 2%. Donc ceinture qui était à 3,82 € le pack est aujourd'hui à 3,75 € le pack. Courmayeur, donc Courmayeur était à 2,87 €, elle est à 2,81 €. La différence, 6 centimes pour 6 bouteilles, ce n'est presque rien. Mais voilà, une baisse de 2% sur toutes leurs marques, c'est l'engagement que dans cette entreprise, on estime avoir pris en juin vis-à-vis des clients. Alors, on a simplement tenu sa parole. Le consommateur qui va boire de la Vernière ne boit peut-être pas forcément de la Tonon. Donc pourquoi baisser plus Vernière que Tonon et pourquoi favoriser un consommateur de Vernière et pas celui de Tonon? Cette baisse, c'est un gros effort, 5 à 600 000 € de moins dans les caisses de l'entreprise. Il est prévu que les hypermarchés y participent pour moitié, mais dans un premier temps, ce sont les fabricants qui le supportent. Alors pour limiter la casse, la plupart d'entre eux n'ont pas baissé tous leurs prix, loin de là. Car dans l'accord, il y a une subtilité. La baisse de 2% est une moyenne et ça change tout. Par exemple, dans les magasins Leclerc, voilà ce que ça donne. Certains produits ont baissé, d'autres pas. Ce jour-là,
Le patron a dans les mains les nouveaux tarifs de l'un de ses fournisseurs, une multinationale qui fabrique des dizaines de marques de lessive et de détergents. Un groupe qui vend 117 produits différents dans ses rayons et qui, au 26 octobre, n'en a baissé que 2. Il a baissé Skip de 1%, il a baissé Cajoline de 11%. L'autre mastodonte du rayon, qui vend 138 articles, a fait pareil. Peu de baisse, mais du spectaculaire. Ce produit a baissé de 18% à la demande du fournisseur. C'est le fournisseur qui a baissé de 18%. Nous avons appliqué cette baisse, mais il n'a baissé que 23 références sur 138. Alors comment les industriels ont-ils choisi les produits qui allaient baisser? Eh bien en général, ils ont refusé de toucher aux articles qui se vendent le mieux. Par exemple, dans le rayon des yaourts, Danone a baissé environ un quart de ses références sans toucher à ses best-sellers. Sur Bio comme sur Actimel, les deux stars du rayon, la baisse est de 0%. Plus subtil, les yaourts nature. Les lots de 4 se vendent mieux que les lots de 12. Résultat, le lot de 4 qui se vend bien ne bouge pas, le lot de 12 qui a plus de mal, moins 15%. Des baisses parfois spectaculaires, mais seulement sur quelques produits. Aucun industriel n'a accepté de participer à notre reportage. Mais hors caméra, plusieurs d'entre eux nous l'ont expliqué. Cette baisse des prix a souvent été l'occasion rêvée de relancer les ventes de certains produits en perte de vitesse, ou alors des produits soumis à forte concurrence. Et pour amortir le choc, d'autres industriels ont développé les ventes par lot. C'est Reine-Claude Madère, la patronne d'une association de défense des consommateurs, qui a débusqué l'astuce. Voilà ce qu'elle a rapporté de son supermarché. Des produits dont les tarifs sont bien en baisse, mais à condition de les acheter pour un régiment. Si vous vous situez dans l'optique d'une famille, vous vous rendez compte que en admettant qu'elle consomme ces produits, il faudra quand même qu'elle achète 4 paquets de lessive, qu'elle achète 4 paquets de nouilles. Si par hasard, en plus c'est une famille dans laquelle on utilise ce genre de produits, eh bien pour avoir un prix intéressant, et le prix est effectivement intéressant, il va falloir qu'elle achète ces 5 paquets de make-up. Ensuite vous avez le shampoing et le tout est à la longue. Mais alors, et ça, pour profiter en fait de cette baisse, oui. Sarkozy, mieux vaut avoir des grands placards. Oui, absolument, et puis de l'argent à avancer. Promotion sur des grosses quantités, rabais importants sur des produits très peu vendus, bref, la baisse des prix n'est pas uniforme. Et certains fabricants ne l'ont carrément pas appliquée du tout. L'accord dit que la baisse concerne les produits de marque des grands industriels. Or, il n'existe ni liste, ni définition officielle, c'est vague. Cellier des Dauphins, par exemple. La marque est connue, mais c'est une PME et non pas un grand industriel. Du coup, ils n'ont pas baissé leur prix. Chez Candia non plus, pas de baisse, car l'entreprise considère que le lait n'est pas concerné par l'accord. C'est vrai, mais seulement pour les petits producteurs. Chez Yoplait, ou encore chez le leader du rayon pizza, Sodebo, les dirigeants disent avoir baissé leurs tarifs quelques semaines avant l'accord. Pas question de retirer 2% de plus. Toutes ces marques ne risquent absolument rien. Étonnamment, l'accord ne prévoit aucune sanction. En résumé, chaque fabricant a fait ce qu'il a voulu. Mais pour que les consommateurs en profitent, encore faut-il que les grandes surfaces aient répercuté les baisses de prix. Olivier Dauvert est incollable sur le sujet. Au jeu le juste prix, il est sûr de remporter le gros lot. Les pâtes Panzani. Un paquet de 500 grammes, par exemple, les nouilles fines, 0,87. Le café carte noire. En bipack, alors on peut le trouver en promo à 4,24, c'était le cas sur le mois d'octobre, mais sinon en fond de rayon, on va dire que c'est plutôt 4,75. Le yaourt Danone Bio. Par lot de 4, on va dire actuellement c'est 1,25. Le camembert président. 1,65. La lessive Ariel. En 27 doses de lavage, on est à peu près à 9,50. Olivier Dauvert est consultant, spécialisé, on l'aura compris, dans la grande distribution. Il passe la moitié de son temps dans les rayons pour étudier la mise en place des produits ou encore les étiquettes. À Rennes, où il habite, en faisant des courses dans différents supermarchés, il a constaté que certains n'ont pas appliqué la baisse des prix. Sur ces bonbons, par exemple, on peut les trouver sur Rennes, dans certains magasins, à 1,70 € le paquet de 360 grammes. Et dans d'autres magasins, on le trouve, par exemple dans celui-ci, c'était à 1,40 €. Donc 30 centimes d'écart
sur un produit qui vaut 1,40 €, c'est énorme. Et tout simplement parce que ce magasin n'avait pas répercuté la baisse Sarkozy, ce magasin avait répercuté la baisse. Et pour savoir si votre magasin pratique les nouveaux tarifs, vous pouvez trouver un indice en regardant les étiquettes d'un peu plus près. Hop. En général, sur les étiquettes de produits présents en magasin, vous avez la date à laquelle cette étiquette a été imprimée. Donc, par exemple, sur ces deux produits qui viennent du même magasin, c'est une crème dessert, il y en a un qui a été édité le 1er mars 2004. Donc, objectivement, ce produit n'a pas pu baisser. Et effectivement, il est à l'ancien prix. En revanche, celui-ci a été émis le 18 septembre 2004, donc après la mise en application des accords Sarkozy, et la crème dessert est tombée subitement à 1,36 €. Si l'étiquette a été imprimée avant l'été, vous êtes sûr que vous n'avez pas droit à un prix en baisse. Les prix n'ont donc pas varié partout de la même façon. Et pour les clients des grandes surfaces, tout cela est un vrai casse-tête. Voilà, selon Reine-Claude Madère, le gymkhana auquel un consommateur devrait se livrer pour profiter au maximum des nouveaux tarifs. Toutes nos analyses à partir de là. Il faudrait qu'il aille acheter tel type de produit, par exemple son café à Cora, qu'il aille acheter du jambon cuit, je regarde mon tableau, à Super U, c'est diablement intéressant parce que là il a baissé plus qu'ailleurs. Il n'ira surtout pas acheter son camembert à Super U parce que là il a pris 6,81%. Plus 6,81. Plus 6,81. Mais par contre, dans le même magasin, il y a d'autres produits qui ont baissé et c'est le cas de la crème d'Annette de moins 4%. Alors, donc véritablement pour le consommateur, on lui demande un exercice qui est un peu compliqué. Et pour s'en convaincre, il suffit d'écouter des clientes des grandes surfaces 2 mois après la mise en œuvre de l'accord. Vous avez une idée si les prix dernièrement ont augmenté, baissé, stagnent? Est-ce que vous avez une notion là-dessus? Augmenté. Je pense qu'ils ont augmenté. En hausse. Je trouve que les prix sont en hausse, oui. J'ai pas l'impression que ça baisse beaucoup. Alors cette valse des étiquettes, poudre aux yeux ou réalité? Qui contrôle la baisse des prix? En fait, tout se joue ici, aux caisses. Lorsque vous faites vos courses, chacun de vos achats passe devant cet appareil. Ça fournit le nom du produit et son prix. Ce que vous ignorez sans doute, c'est que toutes ces informations vont voyager. Elles font des centaines de kilomètres pour arriver ici, à Chambourcy, en banlieue parisienne. Les locaux d'une entreprise spécialisée dans les études de marché. Olivier Géradon de Vera et Angélique Gros-Claude ont été officiellement chargés de mesurer la baisse des prix. Ils nous conduisent dans les sous-sols de l'entreprise, le Saint des Saints. On reçoit chaque jour 3700 magasins et là, tout est stocké, tout est reçu, tout est traité là-dedans, dans ces machines-là. Grâce à ces dizaines de câbles, l'entreprise est reliée à 80% des hypermarchés et des supermarchés français. C'est par ces petits boîtiers qu'arrive la liste des produits vendus dans l'essentiel des magasins Carrefour, Cora et autres enseignes. 1,5 milliard d'informations arrivent ici chaque mois. C'est donc à partir de tous ces chiffres qu'Angélique Gros-Claude et Olivier Véradon de Géra ont calculé au 3 octobre le niveau de la baisse des prix. La moyenne des prix payés par les consommateurs après la caisse a baissé de 1,57%. Début octobre donc, les moins 2% promis pour septembre n'étaient pas encore atteints. Et les consommateurs peuvent se faire du souci. En ce moment, industriels et grandes surfaces sont en train de fixer les tarifs 2005, pour dans 1 mois et demi donc. Selon nos informations, beaucoup de ces tarifs sont à la hausse. Nicolas Sarkozy, on voit que les produits qui baissent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont le plus achetés par les consommateurs. C'est ça que vous vouliez? Vous ne vouliez pas que ce soit justement les produits qui soient le plus consommés? Si vous me permettez une ou deux remarques. D'abord, premièrement, c'est la première rentrée. On ne parle pas de l'augmentation des prix, mais de la réalité de la baisse des prix. Ça fait 5 ans que ça augmente continuellement. C'est la première fois que la question, et d'ailleurs le débat très bien fait que vous organisez par votre reportage, c'est est-ce que les prix ont baissé et de combien ont-ils baissé? Voilà, ça, mais c'est un changement considérable. Deuxièmement, que les consommateurs y croient pas. Mais ça fait 5 ans que ça augmente. Est-ce que vous croyez que je peux changer les choses en quelques semaines? Et troisième remarque que je voudrais faire, c'est que moi je l'ai fait à main nue.
simplement en obligeant les gens à se parler et en exigeant des résultats. Il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu de circulaire, il n'y a pas eu de décret. Et qu'est-ce qu'il dit, votre dernier interlocuteur? Les prix ont baissé en moyenne de 1,57%. J'avais dit 2%. On est à 1,57%. C'est déjà un progrès considérable. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, sur cette baisse globale, que certains industriels n'ont pas forcément joué le jeu totalement de votre accord, puisque j'imagine ce que vous souhaitiez, c'était que ce soit les prix qui se vendent le plus, qui baissent le plus quand même, non? Je vais vous dire les choses, je veux vous dire la vérité, en tout cas telle que je la vois. Il y a certains industriels qui n'ont pas joué le jeu. Il y a certains distributeurs qui n'ont pas joué le jeu. On le voyait, effectivement. Et il y a certains responsables politiques qui sont tout à fait d'accord pour l'immobilisme. Parce que l'immobilisme, ça arrange toujours des gens. Et moi, je veux le mouvement. Parce que je trouve qu'il y a des réserves de pouvoir d'achat. Quelle est la situation dans laquelle ministre des Finances je me trouve? Je ne peux pas augmenter les impôts en France, ils sont déjà les plus élevés. Je ne peux pas mettre de l'argent du budget, on a un déficit qui est beaucoup trop élevé. Donc comment faire pour soutenir la croissance? Pour remettre du carburant dans la consommation? Eh bien, c'est baisser les prix. Parce que si vous baissez les prix, vous rendez du pouvoir d'achat aux consommateurs. Mais pour baisser les prix, il faut une énergie considérable. Parce que, naturellement, tout le monde n'a pas intérêt à cette baisse des prix. On va voir l'énergie que vous avez mis pour baisser les prix. Vous disiez, certains industriels et certains distributeurs n'ont pas joué le jeu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les contraindre à jouer le jeu? Alors, c'est ça qu'il faut bien que le téléspectateur comprenne. C'est que moi, je ne peux agir que par conviction et que par force d'entraînement, en prenant l'opinion publique à témoin de mes efforts pour que l'opinion publique me soutienne pour obtenir des résultats. Alors parce là, que, par exemple, non mais juste un moment, je ne peux pas condamner quelqu'un parce que les prix augmentent pour une raison simple, c'est que depuis 1986, il y a une ordonnance sur la liberté des prix. Et c'est le droit de chaque industriel de faire les prix qu'il souhaite, et c'est le droit du consommateur de choisir l'adéquation entre le prix et la qualité du produit. Alors, quand même, que pensent les Français de votre baisse des prix? Selon un sondage réalisé il y a quelques jours, 89% des Français n'ont pas constaté de baisse de leurs dépenses en faisant leurs courses jusqu'à présent. Et 75% des Français, c'est-à-dire 3/4 des Français, auraient voulu une baisse de 2% sur tous les produits. Pourquoi vous n'avez pas fait une baisse de 2% sur tous les produits? D'abord, formidable, il n'y a aucun Français qui dit les prix augmentent. Alors pourquoi par ailleurs je n'ai pas pu obtenir une baisse généralisée de 2%? Mais c'est parce qu'il a fallu agir par conviction. Que ça a déjà été extraordinairement difficile d'obtenir cela. Et je crois par ailleurs que ça n'aurait pas été juste. Parce que ce qu'on appelle l'élasticité au prix, il y a certains produits, si on baisse les prix, leur consommation augmente. Et d'autres, si on baisse ou si on augmente les prix, leur consommation reste la même. Il fallait laisser, nous sommes en économie de marché, la liberté aux industriels. On ne va quand même pas revenir à l'époque où c'est le ministre des Finances qui fixe le prix de la baguette de pain ou du petit noir sur au bar du bistrot. Moi, je demande une baisse des prix. Et je l'obtiens, mais je laisse la liberté. Et c'est ça, l'économie de marché, aux industriels de le faire. Parce que sinon, comment vous faites jouer la concurrence? Si j'obtiens une baisse pour tout le monde, pareil. Alors pourquoi il y a plusieurs enseignes? Pourquoi il y a plusieurs fabricants de rasoirs? Où elle est la concurrence dans ce cas-là? C'est exactement comme si à la télévision, j'exigeais au nom de quoi que toutes les chaînes aient l'émission Capital, avec le même pour faire la présentation. Ça serait bien. Ça dépend, sauf si je bloque les salaires. En tout cas, ça serait bien. Il y a un petit temps d'arrêt quand même. Alors, en tout cas, vous avez décidé de faire baisser les prix dans la grande distribution. Et pour y arriver, ça s'est passé chez vous, à Bercy, dans la nuit du 16 au 17 juin dernier. Enfin, c'est l'arrivée. Hein, l'arrivée. Il y a eu des nombreuses heures de travail avant. Absolument. Et ça a été une vraie bagarre, puisque jusqu'à la dernière minute, tout a failli capoter. Alors, nous avons voulu précisément savoir ce qui s'est passé. Et vous allez voir, c'est un vrai polar. Nicolas Sarkozy, vous restez avec nous. On se retrouve après une courte pause. France, le pays où la vie est trop chère. Deuxième partie de cette émission. Nicolas Sarkozy, on va maintenant découvrir avec vous comment vous avez fait pour faire baisser les prix dans les grandes surfaces. En juin dernier, vous avez décroché un accord historique puisque les patrons des grandes marques et les patrons de la grande distribution se sont engagés à baisser leurs prix. Alors ça a été vraiment une négociation à couteau tiré, une négociation pleine de rebondissements. Les grandes marques et les hyper n'étaient pas vraiment ravis à l'idée de faire des sacrifices. Voici l'histoire d'une décision secrète, un polar signé Thibaut Formery, Édouard Bridge, Florent Villeroy et Olivier Lubczynski. Je vais signer le premier. Ce jour-là, Gérard Mullier, le PDG d'Auchan, est pressé d'en finir.
et il n'est pas le seul. À ses côtés, Michel-Édouard Leclerc ou encore Daniel Bernard, le patron de Carrefour. Tous les poids lourds de la grande distribution sont autour de Nicolas Sarkozy. Nous sommes le 17 juin dernier. Ils viennent de signer avec les grandes marques un accord qui concerne tous les Français, la baisse des prix. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a le sourire. Pourtant, il n'est pas passé loin de la catastrophe. La négociation a failli ne jamais aboutir. Durant 2 semaines, en coulisses, Bercy a été le théâtre d'un feuilleton à rebondissement digne d'un polar. Je crois que les délais qu'il impose, c'est complètement hors norme. Visiblement, il a voulu frapper vite et fort. Que ça bloque au dernier moment, c'était pas acceptable. Un feuilleton qui commence 2 mois plus tôt. Nous sommes le 1er avril. Nicolas Sarkozy vient d'être nommé ministre de l'économie. À peine arrivé à Bercy, il a une priorité en tête, baisser les prix. Le numéro 2 du gouvernement n'a pas eu cette idée par hasard. À ce moment-là, en France, une campagne de pub s'étale sur tous les panneaux d'affichage. Le slogan l'affirme, contrairement à ce que vous disent les chiffres officiels, les Français ont perdu 1% de pouvoir d'achat. C'est le dernier coup médiatique du plus provocateur des patrons de la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc. C'est une campagne de pub qui oblige les hommes politiques à réagir. Nous avons dit très clairement sur des affiches au fond, tous les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'inflation, tous les gens qui vous disent que le pouvoir d'achat augmente, manifestement ne vivent pas sur la même planète. Donc c'est cette affiche qui a tout déclenché. Et apparemment, il a réussi son coup. 1 semaine après son arrivée à Bercy, Nicolas Sarkozy va en parler au journal de 20h. Mais regardez l'affaire des prix dans les hypermarchés. Il y a une campagne qui a été lancée. Ça me passionne. Je voudrais qu'on résolve ce problème. Et je veux que très vite, on aille au bout des choses et qu'on ouvre les dossiers. Pour faire baisser les prix, le ministre a déjà une stratégie dans ses cartons. Il va cibler les grandes marques dans les hypermarchés. Baisser, d'accord, mais de combien? Là encore, l'incontournable patron des centres Leclerc va lui souffler la réponse. Je pensais, comme le ministre, que l'intérêt de ces accords, c'était de créer un effet choc, un effet massue, et que les consommateurs puissent voir véritablement une baisse de 5%. 5%, un chiffre suffisamment fort pour frapper l'attention du consommateur. Alors maintenant, le ministre peut passer à l'action. Et Nicolas Sarkozy ne va pas y aller par 4 chemins. Nous sommes le 3 juin dernier à Bercy. Ce jour-là, il convoque les 60 personnalités les plus influentes dans le monde de la distribution et des grandes marques. D'entrée de jeu, pour bien faire passer son message, le ministre tape du poing sur la table. Il va passer un savon au grand patron. Alain Bazot, le président d'une association de consommateurs, était présent. Il s'en souvient encore. Vous êtes pris en faute. Regardez les prix des grandes marques en grande surface. Ils sont de 15% plus chers que dans nos pays voisins. Donc ça ne peut pas durer. Donc baissez vos prix. Il leur parle de façon très directe parce que c'est son habitude. Il indique clairement le point auquel il veut aboutir. Il considère qu'il y a une situation anormale. Donc il considère comme normal que l'on baisse les prix au profit des consommateurs. Nicolas Sarkozy ne s'arrête pas là. Cet accord doit être conclu en 2 semaines, le 17 juin. Mais voilà, les patrons des grandes marques n'ont aucune intention de se laisser faire, car toute baisse des prix implique une baisse de leurs bénéfices. Un des poids lourds de l'industrie, Patrick Rabin, vice-président de L'Oréal, est plus que perplexe. Vous avez là des personnes qui ont tous des intérêts divergents, et aucun d'eux n'imagine à ce moment-là qu'un accord va être possible. Ça paraît, chacun va défendre sa paroisse et voit midi à sa porte. Donc ça démarre dans un grand scepticisme. En coulisses, un homme pèse sur la négociation et pas des moindres, Franck Ribou, le PDG d'un géant mondial, Danone. Il ne veut pas entendre parler de baisse des prix et sans son accord, personne dans l'agroalimentaire ne signera. Il va refuser toutes les versions proposées par le ministère, une quinzaine au total. Nicolas Sarkozy se rend compte que la partie est loin d'être gagnée. À 3 jours de l'échéance, le 14 juin, tout est encore bloqué. Alors le ministre invite Franck Ribou à déjeuner avec 6 autres PDG. Mais au dessert, rien n'a progressé. Franck Ribou n'a aucun intérêt à baisser ses prix. Il ne voit pas dans une logique d'industriel. Pourquoi se priver de la possibilité de gagner de l'argent sur des produits qui sont appréciés par le consommateur
et par conséquent qui se vendent bien au prix où ils se trouvent. Danone vend en France des produits assez haut de gamme, qui se vendent bien sans besoin de baisse des prix. Par exemple, Actimel. Actimel, c'est un produit haut de gamme, de petite dose, assez cher, les gens l'achètent. Il ne voit pas très bien pourquoi il devrait baisser sur des choses qui marchent bien. Nicolas Sarkozy est dos au mur, il est obligé de réagir, il va se montrer menaçant. Ou vous vous mettez d'accord entre vous, ou bien je serai obligé d'intervenir par la voie parlementaire, par la loi. Mais vous savez, si ça passe par la loi, on commence une discussion et on ne sait pas comment ça va se terminer. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy a marqué un point. Certains industriels commencent à avoir des doutes. Pour eux, pas question d'aller au clash. Face au ministre de l'économie et des finances, une loi pourrait déclencher une baisse des prix plus importante. Alors quelques patrons, comme Patrick Rabin, proposent une solution 2 jours plus tard. Une baisse des prix, oui, mais 5% c'est exclu. On fait, en réalité, le mercredi, un projet très simplifié. Au lieu de dire moins 5% de baisse, on dit écoutez, soyons raisonnables. 2% de baisse, 1% à la charge industrielle, 1% à la charge des distributeurs. On arrive au 16 juin avec un projet sur la table qui est l'état des échanges ce jour-là et qui n'est pas considéré encore satisfaisant par tous. Nicolas Sarkozy n'a plus qu'une nuit pour négocier. L'accord doit être signé le lendemain matin. Il décide de convoquer une vingtaine de grands patrons en urgence à Bercy. Il est 20h, c'est la réunion de la dernière chance. Il relie l'accord pour savoir si tout le monde est bien d'accord. Et les distributeurs disent « Ok, on signe », pas forcément de gaieté de cœur, mais on signe. Et les industriels se retranchent derrière les secrétaires généraux de leur fédération. Et à ce moment-là, on entend ces secrétaires généraux dire « Nous n'avons pas le mandat ». En effet, les industriels comme Franck Ribou se sont fait représenter ce soir-là. Leurs émissaires ont toujours pour instruction de ne pas signer. Alors Nicolas Sarkozy emploie les grands moyens pour les convaincre. Et donc, vers 23h, Nicolas Sarkozy a simplement mis ses industriels au pied du mur. Il leur a dit écoutez, messieurs, vous avez des portables. Vous voyez qui va signer, Leclerc, Intermarché, Carrefour, mais aussi des industriels, L'Oréal, Procter. Donc, moi, demain matin, je maintiens ma conférence de presse et je dirai très clairement le nom des industriels et des distributeurs qui auront signé. Et si on me demande ceux qui n'ont pas signé, je vous les enverrai, vous vous en expliquerez avec eux. Une fois cette position du ministre acquise et dit très très calmement, les mobiles, les téléphones portables ont crépité, chacun cherchant le téléphone de tel ou tel industriel. Et celui qu'il faut contacter de toute urgence, c'est Franck Ribou. Il est en Sardaigne, à une convention mondiale des cadres de Danone. Un des négociateurs parvient à le joindre sur son portable, il lui passe Nicolas Sarkozy. Les deux hommes vont s'expliquer une dernière fois. Que se sont-ils dit? Mystère. Mais tout bascule, Franck Ribou change d'avis, il donne son feu vert, dès lors tout le monde se rallie à l'accord. Ceux qui étaient vraiment contre cette baisse ont baissé les bras, ils se sont dit nous ne voulons pas gérer la pression médiatique qu'il va y avoir dès le lendemain. En effet, le lendemain matin, la presse au grand complet est conviée pour assister à la signature de l'accord. Nicolas Sarkozy a réussi son pari, mais il s'en est fallu de peu. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous lui avez dit à Franck Ribou pour le convaincre? D'abord, juste un mot général. Moi, j'essaie toujours de me mettre dos au mur. Il y a un vrai problème, il faut trouver une solution. Si vous commencez à dire « je ne vais face au problème que si j'ai une chance de gagner », vous ne faites rien. Donc c'était un vrai problème, il fallait trouver une solution. Bon. Il se trouve que Franck Ribou, je le connais bien, je l'apprécie. C'est un des grands industriels français. Et je ne peux pas reprocher à quelqu'un de défendre les intérêts de sa boutique. Il n'est pas en charge de l'intérêt général, il est en charge des intérêts de sa boîte. Et c'est respectable. Bon, j'ai fini par l'avoir, il était, je crois, 1h30 du matin, parce qu'il y avait eu un malentendu, sans doute. Ils avaient envoyé des secrétaires généraux de leur organisation, qui n'avaient pas de mandat pour négocier. Et vous n'étiez pas content, hein? Non, parce que j'ai posé 5 fois la question, la même question, on m'a fait 5 fois la même réponse. C'était quoi la question? Je veux que ça baisse. Et 5 fois, non. C'était pas ça, j'ai pas mandat. Si vous n'avez pas mandat, moi, c'est pas la peine que je vous invite à dîner. Et donc, j'ai eu Franck Ribou, qui était à une convention en Sardaigne avec un certain nombre de vendeurs de Danone.
Nous nous sommes expliqués longuement. Vous lui dites quoi? Je lui ai dit, il faut qu'on arrive à un résultat. Parce que de toute façon, si on n'arrivait pas à un résultat, j'aurais pris l'opinion publique à témoin. Ah, vous le menacez quand même? Non, c'est pas une... Mais pas du tout, chacun fait son boulot, c'est pas une menace de dire... En quoi c'est une menace de prendre l'opinion publique à témoin? Les prix ont augmenté, j'ai dit un certain nombre de marques. J'ai regardé l'augmentation des prix ces dernières années sur le marché. C'est pas bon pour l'image. Non, mais écoutez, chacun fait son boulot, moi j'ai un travail à faire, je le fais. Il vous dit, oui, mais moi, qu'est-ce que vous me donnez en échange, Nicolas Sarkozy? Vous lui dites quoi? Ben, je lui dis, écoute Franck, tu auras la reconnaissance de l'opinion publique, 2, tu vas pas te mettre à dos tes clients qui ont déjà signé l'accord. Très rapidement, au départ, vous vouliez une baisse de 5%. Pourquoi vous n'avez pas fait comme tout bon vendeur, finalement, attaquer à 8 ou 10 pour obtenir 5? Non, parce que vous savez, je crois que quand on est ministre des Finances, on n'est pas un vendeur. On doit faire des choses raisonnables. Moi, mon but, c'est pas de tuer les entreprises françaises et c'est pas de diminuer l'emploi. Si vous faites des prix trop bas, vous vous trouvez avec des entreprises qui ne pourront pas gagner de la productivité. Et donc, vous savez, c'était un peu une erreur. Non, c'est... Après m'avoir dit qu'il fallait commencer à 8, vous me dites qu'à 5, c'est une erreur. Non, mais en fait, vous reconnaissez que finalement 5%, c'était un peu haut? Exact. Je reconnais surtout que j'ai dû moi aussi faire ma part. Absolument. Parce que le secret d'un bon compromis, d'une bonne négociation, je vous dirais, il est très simple. C'est qu'il ne doit pas y avoir de perdants et de gagnants. Parce que s'il y a des perdants, ça veut dire qu'il y a des gens humiliés. Donc il faut du gagnant et du gagnant. Du gagnant et du gagnant. Et à partir de ce moment-là, moi aussi, j'ai fait un effort. J'avais l'idée que ça serait 5%, ben ça a été 2 plus 1. D'accord. En tout cas, derrière cette baisse de prix, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une montée en puissance des hypermarchés qui veulent pouvoir casser les prix. Mais ils ne sont pas totalement libres, ils n'ont pas forcément les mains libres, car depuis 10 ans en France, la loi protège le petit commerce et les fournisseurs des hypermarchés. Aujourd'hui, cette loi est remise en question. Alors, les hypermarchés peuvent-ils tuer le petit commerce? Regardez, c'est un reportage de Fabien Vincent, Delphine Le Goeff, Pierre Elberg et Ruth Duarte. Elle était bien tranquille jusque-là, la petite ville d'Avallon, 8000 habitants. Et puis, en 1995, s'est produit un vrai séisme avec l'arrivée d'un mastodonte, l'hypermarché Mammouth. 5000 mètres carrés, 32 caisses, plus de 20 000 articles, les consommateurs bourguignons venus de 3 départements découvrent ces nouveaux temples du commerce. C'est diversifié, on trouve tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin de faire X kilomètres, c'est impeccable. Puis il y a l'ambiance aussi, j'aime bien l'ambiance. Les petites épiceries n'arrivent pas à avoir des prix assez intéressants. Bon là on arrive à avoir les mêmes avantages qu'à Paris, que la région parisienne. Nous étions au même moment, au centre-ville, les petits commerçants d'Avallon sont en ébullition. Il suffirait que les gens y aillent pas pour que ça marche pas, mais enfin... Demain, on sera tous morts. Bonbon, 50. La plus virulente, c'était Madame Ville, la boulangère. Le Mammouth nous prend du travail, on paye encore 1 million de plus d'impôts. Mais il y a de quoi se fiche sur je ne sais pas trop qui alors. À l'époque, dans les rues d'Avallon, quelques boutiques sont à vendre, car les petits commerçants, à l'image de la marchande de jouets, ne peuvent pas se battre contre l'hypermarché sur les prix. Voilà. Vous avez à Noël un hyper qui a fait une promotion. Il a vendu une console portable Game Boy plus un jeu plus une housse, 389 francs. Alors que moi, facture à l'appui, je la vends, je l'achète 515 francs 70. Alors comment vous voulez que je vende 389? Prix écrasé, prix sacrifié. C'est avec ce genre d'argument que les grandes surfaces attirent les clients. Et les exemples sont parfois extrêmement spectaculaires. 1980, pour la première fois, la baguette de pain, la base de l'alimentation française, était vendue en grande surface sous la barre des 1 franc. Du jamais vu depuis. Ces prix incroyables vont même toucher les articles de luxe, comme le champagne, vendu 44 francs 50. En France, les prix sont libres, mais les petits commerçants accusent les hypers de vendre à perte, en dessous des prix d'achat. Les petits vont engager une guerre menée par 2 hommes. Le fromager Claude Bello est le représentant de 300 000 petits commerçants. Et Jacques Perria est le porte-parole des supérettes de centre-ville. Tous deux dénoncent une concurrence déloyale des hypers.
la guerre des prix d'appel, parce que les prix d'appel, c'était pas qu'une seule référence, c'était sur plusieurs références. Ça prenait des proportions énormes, donc il a fallu mettre frein quand même à ce déferlement. La revente à perte, c'est une expression bien française qui est une pudeur exquise, revente à perte. Quand vous vous promenez dans le monde, ça s'appelle le dumping. C'est comme ça que ça s'appelle. Et l'objectif du dumping, il est clair, il est de tuer le concurrent. En 1995, les adversaires des hypermarchés vont trouver un protecteur. C'est un candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas le mieux placé dans la course à l'Élysée, mais les petits commerçants savent bien qu'ils peuvent compter sur lui. Jacques, monsieur Chirac, une poignée de main. Ça va. Meilleure chance. Merci. Chirac a toujours protégé les petits commerçants et les agriculteurs, tout le monde le sait. Il avait pris position pour qu'un commerce de proximité puisse subsister. Il était pour les petits contre les gros Apparemment, oui, on peut le dire comme ça. Oui, les petits contre les gros, ça a un sens, parce que électoralement, les petits sont nombreux. Et c'est en plus, je pense que pour Jacques Chirac, c'était une clientèle, j'allais dire, traditionnelle dans son système politique. Quelques mois plus tard, coup de chance pour les petits, Jacques Chirac est élu. Le nouveau président de la République a déjà choisi son camp. La grande distribution, phénomène purement français et qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs, peut faire état d'un bilan extraordinairement négatif. En clair, ça va barder pour les hyper. Première réplique, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Artisanat, Raffarin, gèle le nombre de mètres carrés accordés à la grande distribution. Le nombre de grandes surfaces ne doit plus augmenter. Il reste à interdire les prix cassés et la revente à perte pratiquée par les hyper. Il faut une loi. C'est une commande directe de l'Élysée. Au printemps 96, le ministre du Commerce, Yves Galland, Monsieur le Président, va dénoncer devant l'Assemblée nationale les prix cassés des hyper. c'est pour moi un honneur que de présenter au nom du gouvernement le projet de loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales. Pour la baguette de pain, vendue parfois 6 fois moins cher dans certaines grandes surfaces que chez les boulangers, du steak haché, affiché dans des grandes surfaces à 16,50 francs, alors qu'il se négocie en général entre 42 et 50 francs. La loi Galland est votée. Elle interdira aux hyper de négocier les prix à la baisse. Ce sont les fabricants qui fixeront les prix. Interdiction de revendre à perte. Dans les filières concernées. À première vue, c'est une vraie révolution. Les hyper seront moins menaçants pour les petits commerçants. Mais si les géants ont perdu une bataille, ils n'ont pas perdu la guerre. Ils vont rapidement trouver un moyen de contourner la loi. Reims, sa cathédrale, son breuvage des dieux est moins connu, son biscuit rose. C'est, paraît-il, délicieux, trempé dans une coupe de champagne. Ça sent bon, oui. Ça sent quoi? Il y a de la vanille que l'on met dans la pâte. Selon le patron de la biscuiterie, la recette remonterait à l'époque de Louis XIV. Le biscuit rose, il existe depuis quand? 1691, plus de 3 siècles. Les affaires marchent bien. Charles de Fougeroux vient d'investir 6 millions d'euros dans ses nouvelles chaînes de production. Il faut dire qu'il travaille beaucoup pour les hypermarchés, qui lui prennent de très gros volumes. Quelle proportion de la production part dans les hypermarchés? Du biscuit rose, 70% environ. Et surtout ce que vous produisez? À peu près, oui. Donc vous travaillez avec tous les hyper en France? Je travaille avec presque toutes les chaînes. Depuis la loi Galland, le tarif auquel le fabricant vend ses biscuits est le même pour toutes les enseignes de grande surface. C'est lui qui le fixe. Il est à 3,30 au tarif. Vous le vendez 3,30 à l'hyper? Je le vends 3,30. Le tarif, c'est vous qui le fixez? Ah, le tarif, c'est moi qui le fixe. Pour vivre? Absolument. Ah, il faut que l'entreprise ait de la marge. Pour assurer sa marge d'environ 8%, il vend exactement chaque paquet 3,31 € aux hyper. Mais depuis que la revente à perte est interdite, combien la grande surface revend-elle son produit? Nous avons demandé à Charles de Fougeroux de faire un petit relevé dans l'hyper le plus proche de chez lui. Le résultat est très étonnant et nous l'avons vérifié sur 3 sortes de gâteaux qu'il vend à cette enseigne.
Alors, ce sont vos produits? Voilà, exactement. Alors, combien ils sont vendus dans cet hypermarché? Alors là, je viens d'acheter le biscuit rose à 3,40 €. À première vue, l'Hyper ne gagne presque rien. 9 centimes d'euros par paquet en vendant ses biscuits aux consommateurs. Une marge ridicule d'environ 3%. Mais il faut bien que les grandes surfaces gagnent de l'argent. Alors elles ont trouvé une autre méthode. C'est un vrai secret. En réalité, pour figurer dans les rayons d'un hypermarché, les fournisseurs comme Charles de Fougeroux doivent payer un ticket d'entrée. Les conditions imposées par une grande enseigne tiennent dans ce dossier rouge. 63 pages. Il ne peut pas nous les lire, il a signé une clause de confidentialité. Mais on lui demande de l'argent. Ça vous coûte combien ce contrat rouge là, ce dossier rouge là? Ah ben ça, c'est un contrat qui est à 33%. Par ce contrat, l'Hyper prend 33% de son chiffre d'affaires. Quelque chose que vous vendez 100 à l'Hyper, on vous demande 33. Voilà. Et si vous dites, bah moi je veux pas des conditions, je veux pas de vos conditions à l'hypermarché? Monsieur, on n'achète pas vos produits. On n'achète pas vos produits, c'est ça. Et ces sommes que lui réclame la grande distribution n'arrêtent pas de grimper. Elles ont augmenté de 10% en 6 ans. Des sommes officiellement justifiées par des services que l'Hyper facture aux fabricants. Dans son cas, c'est un forfait. Ils lui ont promis de placer ses biscuits ici, en tête de gondole, à l'endroit où ils se vendent le mieux. Ils lui ont aussi assuré que ces gâteaux seraient en bonne place sur les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres partout en France. Leur dernière invention, c'est de lui faire payer la carte de fidélité offerte aux consommateurs. Ce sont les fournisseurs qui payent les petits cadeaux. Mais c'est ce qui se passe pour la distribution. Charles de Fougeroux est bien obligé de suivre, mais il a l'impression qu'on abuse de lui. Le petit là-dedans. Je n'ai pas les moyens de vérifier ce qui est fait. Il peut y avoir parfois un prospectus, mais des têtes de gondole, je suis incapable d'aller voir s'il y a des têtes de gondole dans les rayons. Et je ne vois pas comment on peut mettre des têtes de gondole avec un produit. Non, c'est pas possible. Vous payez, vous ne savez pas la réalité de ce qui se passe. Absolument, absolument. Au bout du compte, pour anticiper les sommes que lui réclamera l'hypermarché, le fabricant n'arrête pas de gonfler ses tarifs. Mais dans cette course en avant, la grande distribution, comme leurs fournisseurs, ont juste oublié quelqu'un. Toute l'équipe vous souhaite une agréable journée. Finalement, c'est le consommateur qui paye au bout. Forcément. Forcément, il n'y a pas d'autre solution. Et le consommateur a payé. Au cours des 4 dernières années, les prix des 300 articles de marque les plus vendus en Hyper ont augmenté de 15%, 2 fois plus que l'inflation. C'est le revers de la loi Galland. Mais après tout, son objectif n'était pas de faire baisser les prix. C'était de protéger les petits commerçants contre les gros hyper. L'objectif a-t-il été atteint? 9 ans après l'implantation de la grande surface, retour à Avallon. Bernard Boireau anime l'association locale des petits commerçants. On a déjà la ville. Il prépare le jeu concours de fin d'année pour les badauds qui feront leurs courses en ville. FEDER, eh bien il y a tout. Et voilà. Tous les logos sont là, impeccables. C'est quoi les deux logos côte à côte là? Alors les deux logos, ça représente bien la ville d'Avallon parce que ce sont les deux gros organisateurs de notre jeu de fin d'année. C'est-à-dire que c'est l'Union commerciale et vitrines d'Avallon et le centre commercial Auchan. Surprise, 9 ans après, les petits et les gros sont main dans la main. Alors on est un peu surpris parce qu'on avait filmé ici il y a 9 ans. Oui. C'était la panique. Oui, peut-être, c'est vrai que ça peut être la panique. Mettez-vous à la place des commerçants, vous êtes sur une petite ville de 8000 habitants, arrive un hyper de l'ordre de 5000 m², c'est vrai que vous pouvez qu'avoir peur, c'est normal. Loin de tuer le petit commerce, l'hyper, en attirant du monde, a relancé la ville d'Avallon. Si on fait un rapide calcul entre 1994 et maintenant, 2004, on a 40 commerces de plus sur Avallon. Depuis l'installation de la grande surface, il y a 40 petits commerçants de plus à Avallon. Et ils ont l'air de bien s'en sortir. Leurs boutiques ont fière allure, comme la maison Philippe. Mais pour connaître le chiffre d'affaires du boucher, il faut un peu se battre. Une idée de chiffre d'affaires d'une boucherie comme la vôtre, c'est quoi à peu près? Ça, c'est top secret. Non, c'est pas top secret, ça peut être consulté par n'importe qui. Donc, c'est de l'ordre de... Attendez, je dis pas de bêtises quand même, 400 à 450 000 euros. 3 fois plus que la moyenne des boucheries. On fait pas fortune, mais on s'en sort. Le plus drôle, c'est l'histoire de cette boulangerie qui vient d'être refaite à neuf.
Coût des travaux 110 000 €. Pour le nouveau propriétaire, les affaires aussi marchent très bien. Est-ce que l'hyper vous concurrence? Pas du tout. Pas du tout. Le chiffre d'affaires augmente? Oui, augmente bien. Oui, beaucoup. Combien à peu près par rapport à l'an dernier? 30%. 30% de mieux? 30%. Oui. Seulement, cette boulangerie qui fait un malheur appartenait il y a 9 ans à une des plus ferventes adversaires de l'hyper, Madame Ville. Le mammouth nous prend du travail et on paye encore 1 million plus d'impôts. Mais il y a de quoi se fiche sur je ne sais pas trop qui alors? 9 ans après, Madame Ville a revendu son commerce. Et maintenant, la mémoire lui fait un peu défaut. On vous avait filmé ici en 95, je crois, à l'époque de l'installation de l'hypermarché. Oui. Vous en pensiez quoi à l'époque? J'en pensais, j'ai dit ce que j'en pensais, que peut-être il y avait du bon, mais que tout n'était pas parfait pour les petits commerçants. Hein. Vous n'allez pas faire vos courses là-bas? Ah, jamais, non. S'il y a quelque chose que je ne trouve pas en ville, c'est mon mari. Il y va, parce que lui... Bon. Depuis 1996, la loi Galland a joué son rôle. Elle a protégé les petits contre les gros. Mais aujourd'hui, les hypermarchés contre-attaquent. Avec à leur tête le très médiatique Michel-Édouard Leclerc, qui demande le droit de négocier librement ses prix avec les industriels qui le fournissent. Dès qu'il y a eu le vote de la loi Galland, nous en avons vu les effets pervers. C'est évident la loi donnait aux industriels un pouvoir de police des prix. Donc ça me heurtait déjà sur le plan des principes. Mon objectif, c'est d'obtenir le droit de vendre moins cher. Quelques mois plus tard, première victoire pour Leclerc. Nicolas Sarkozy, le ministre de l'économie, a commandé un rapport qui va dans le sens de la grande distribution. Dès les premières tables rondes, avec Nicolas Sarkozy, Claude Bello, qui représente 300 000 petits commerçants, a trouvé que le ministre avait choisi son camp. J'ai râlé parce que j'ai trouvé que le ministre faisait un petit peu trop l'éloge de la grande distribution et qu'il oubliait le commerce. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je vous dis, il m'a répondu qu'on était des ringards, en gros, qu'on était des ringards et que ça n'avait pas empêché qu'on perdait des parts de marché continuellement. Ça va permettre encore une concurrence que j'estime tout à fait déloyale par ces prix d'appel qui vont déstabiliser complètement le consommateur. Et je suis pas sûr que le consommateur y retrouve ses petits. Hein. De leur côté, les hyper promettent que si la loi Galland est supprimée, les prix baisseront tout de suite de 15%. Vous parlez plutôt crûment aux petits commerçants, les traitant de ringards. C'est pas les petits commerçants qui parlent, c'est M. Bello. J'ai d'ailleurs du respect pour lui. Et je me souviens pas de lui avoir dit cela, mais enfin peut-être qu'il le pense tellement fort. Alors quelle est la situation? Il faut, comme toujours, être équilibré là-dedans. Votre émission l'a démontré quoi? Que les prix ont augmenté plus fortement en France que partout ailleurs. Est-ce que c'est normal? Non. Le type de loi Galland, est-ce qu'elle existe ailleurs en Europe? Non. Mis à part peut-être l'Espagne. Non. On va justement regarder le cas d'Espagne tout à l'heure. Est-ce que cela, je ne le savais pas, oui. Est-ce que cela a permis d'éviter la disparition des petits commerces? Non. Alors, à Vallon, c'est formidable. Sur les 3 dernières années, il y a 30% de charcuterie en moins, il y a 22% de mercerie en moins, il y a 28% de boulangerie en moins. Donc à Vallon est une exception. Non, mais je ne connais pas, donc moi, je n'aime pas donner une opinion sur quelque chose que je ne connais pas. Mais allez dans les centres-villes, et qu'est-ce que vous voyez? La disparition des alimentaires. Pourquoi? Parce que l'avenir du petit commerce, je crois au petit commerce. Mais je vous dis une chose, le petit commerçant, on n'y va pas parce que les prix sont moins chers. On y va parce que la qualité du service est meilleure, parce que la qualité des produits est meilleure et parce que c'est proche. Donc il faut sauver le petit commerce. Mais en même temps, qu'est-ce qui a fait le succès des surfaces, des grandes surfaces? C'est une chose dont il faut parler. Aujourd'hui, les femmes travaillent et veulent concilier vie professionnelle et vie familiale. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez des enfants élevés, quand vous avez une vie de couple, et quand vous avez un travail, vous n'avez pas le temps tous les jours de passer 2 heures à aller d'un petit commerçant à l'autre pour faire vos courses. C'est ça l'histoire des grandes surfaces. On y va en famille, une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine. Je ne veux pas supprimer le seuil de revente à perte, mais je veux que les prix baissent. Alors, et donc, vous voyez, je veux l'équilibre entre les deux. Alors, je souhaite des petits commerçants dans nos villes parce qu'on en a besoin. Sans les petits commerçants, nos centres-villes sont morts. Mais je veux en même temps que le consommateur ne le paye pas. Ce que vous avez montré sur les marges arrière, c'est quoi? Il y a toute une partie de la facture qui est payée par le consommateur. C'est donc du pouvoir d'achat qui lui est retiré. Alors, la loi Galland, effectivement, est un frein, je dirais, à la baisse des prix. Vous avez comme projet de modifier cette loi.
si vous arrivez à la modifier, vous voulez une baisse des prix de combien? De beaucoup plus de 2%, j'imagine. Oui, je pense qu'il y a de la marge de manœuvre pour baisser les prix. Combien? Mais une chose, je ne sais pas, c'est pas moi qui peux, encore une fois, c'est pas administré. En tout cas, il y a un cas très intéressant qui est celui de la Hollande, où il y a effectivement une baisse de 10 à 15% des prix de grandes marques. C'est pas une baisse, c'est une guerre des prix en Hollande. Oui, mais au c'est départ, la différence. Absolument. Mais au départ, ça a commencé justement avec une baisse de 10 à 15% des prix dans la grande distribution, et ça a entraîné une guerre des prix sauvage. Le résultat, c'est qu'il y a eu une perte de 17 000 emplois quand même en Hollande, et surtout, la consommation n'a pas repris. Qu'est-ce qui nous garantit que ça ne risque pas d'arriver en France, hein? Bon. D'abord, il y a des risques, et j'ai regardé la question de la Hollande très simplement et très précisément. Mais je voudrais vous dire une chose sur les emplois. Qu'est-ce qui crée des emplois aux plus jeunes, et notamment aux jeunes des quartiers aujourd'hui, si ce n'est les emplois qu'on offre aussi dans les grandes surfaces? Le commerce, c'est aussi une possibilité de faire de l'emploi. Absolument. La situation hollandaise, je n'en veux en aucun prix. Mais en situation hollandaise, il n'y a pas le seuil de revente à perte, c'est-à-dire l'interdiction du prix d'appel. Or, qu'est-ce que je viens de vous dire? Que je vais l'interdire? Moi, si je suis un petit commerçant et que je vois que l'hyper d'à côté est en train de baisser ses prix de 10 à 15%, comment je vais suivre? Mais c'est extraordinaire, je vous rappelle le début de l'émission. Vous me dites, Monsieur Sarkozy, les prix n'ont pas assez baissé. À la fin de l'émission, vous me dites, Monsieur Sarkozy, vous vous rendez compte? Vous risquez de faire baisser les prix trop. Avec la modification de la loi Galland, je reprends ma question. Non, parce que la modification de la loi Galland que nous préparons ne modifiera pas l'interdiction du vente à perte. C'est-à-dire le prix d'appel. Vous savez, c'était l'expression, une vague de perte dans un océan de prospérité. De prospérité. C'est-à-dire qu'on fait baisser artificiellement un produit en le vendant à perte pour attirer le client et on augmente les autres. Cela, ça sera toujours interdit. Donc j'ai pris toutes les conséquences de la situation hollandaise pour éviter le risque d'une guerre des prix par le maintien du seuil de vente à perte. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on me dise, Monsieur Sarkozy, il n'y a rien à faire. Si vous bougez, vous avez la guerre des prix hollandaise, et si je ne bouge pas, j'ai l'augmentation des prix française. Et ça, c'est typiquement la France. On ne fait rien. On reste assis sur son derrière, on regarde les problèmes, on participe à des émissions, et on dit, désolé, chers téléspectateurs, j'aurais aimé faire quelque chose, mais j'ai pas pu. Eh bien moi, je ne dis pas désolé. Je ne crois pas à la fatalité. Je la refuse. Je suis quelqu'un de volontaire. Alors ça, c'est votre projet de loi de modification de la loi Galland. Le problème, c'est que vous partez quand même dans 15 jours pour, en principe, diriger l'UMP. Donc ça veut dire que c'est un engagement que vous n'allez pas pouvoir tenir, alors? Parce que vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Eh bien si. Bah, comment vous allez faire? Parce que je ne pars pas en Patagonie extérieure. Non, mais enfin, d'accord, mais vous êtes plus ministre. Je pars pour diriger le premier parti de la majorité, le premier groupe parlementaire. Et est-ce que vous doutez une minute que je n'aurai pas un œil attentif sur ce que fera mon successeur? Oui, mais si votre successeur, il n'a pas envie de cette loi, il s'en expliquera. D'accord, mais ça veut dire qu'elle peut ne jamais voir le jour? Non, parce qu'au point des discussions où nous sommes, je crois que chacun a compris qu'il fallait bouger. Ça serait un échec si ce n'était pas voté pour vous? Si on restait à l'immobilisme? Oui, si. Votre projet de loi... Je ne l'envisage même pas. Ah, vous ne l'envisagez même pas? Non. Ça sera une réussite? Non, ça sera voté. Je ne veux pas dire... Ça serait très arrogant. Je dis, mais à quoi ça sert d'être ministre si c'est pour regarder les problèmes sans avancer? Alors, vous savez, moi, je ne gagne pas à chaque fois. J'ai connu des échecs. Le référendum en Corse a été un échec. Mais qu'est-ce qu'ils demandent, les Français? Essayez. Ils en ont plus qu'assez d'entendre des responsables politiques qui disent, on ne peut pas, on n'a pas pu... C'est pas possible. On peut rien sur l'insécurité, rien sur l'immigration, rien sur la mondialisation, rien sur la croissance. Mais on est là pourquoi, nous? Pour tenter, pour faire bouger les choses. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et la preuve que c'est un vrai problème, c'est qu'une émission comme vous consacrez un spécial sur la question des prix. C'est donc, c'est pas artificiel. Ah ben non, c'est une question qui intéresse tout le monde. Et ben voilà, c'est donc un vrai sujet.